Bonjour à tous. Je recommence pas. Je poursuis. Mi-année, j'ai décidé de vous faire un bilan mi-année. Ben, pas un bilan en fait, un top 5 de mes meilleures lectures de la mi-année 2026. Oui, 2026 fait 26 ans le bug de l'an 2000, ça nous rajeunit pas ça. Toi dans le public, parle générique. Des livres, encore des livres, encore plus de livres. Est-ce que c'est un livre que je vois là-bas? J'arrive. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sabrina, votre chroniqueuse littéraire des pauvres. J'ai décidé de vous faire le top 5 de mes lectures de la mi-année 2026. Et là j'aime ça faire un genre d'effet spéciaux si ça va marcher. Le top 5 de l'année 2026 mi-année. Là, on se comprend. Si ça a marché, ça a marché. Puis si ça n'a pas marché, j'ai l'air d'une vraie conne. OK. La seule statistique que je vais vous donner, c'est que j'ai lu 32 livres de de janvier à juin. Il n'y a pas plus de statistiques que ça. C'est un top 5, calmez-vous. Je vous donne les 5 meilleures lectures. Là, je me répète, là, j'arrêtais pas de le dire. Ils sont pas en ordre, là. C'est pas genre 5, 4, 3, 2, 1. Ils sont en ordre de lecture, OK? Fait que sans plus vous faire attendre, cette phrase-là aurait pu être faite dans un autre ordre. On passe ça. Premier livre numéro 1. Le premier livre que je vous parle, qui a vraiment été un coup de cœur pour moi, c'est Gabriel Lambert. Là, il y a le sous-titre Le bagnard de l'opéra d'Alexandre Dumas. Oui, Alexandre Dumas a écrit autre chose que Les Trois Mousquetaires, La Reine Margot ou Le Comte de Monte Cristo. En fait, d'où le fait qu'il a tombé un peu dans l'anonymat, c'est qu'il est publié en 1844, entre justement... Oh, il y avait un petit bruit aigu sur la rue. Merci, bonsoir, on baisse le son. Merci. Je reviens. Il a été publié entre Les Trois Mousquetaires et Le Comte de Monte Cristo, qui sont deux gros best-sellers. Qui a un peu tombé entre les craques du divan, on va se dire. Même moi, je l'ai découvert par hasard en me promenant sur prêt numérique de la BANQ. Je me suis dit, oh, pourquoi pas? Sérieux, ça a été vraiment une très très bonne lecture. Dans ce roman-là, c'est l'histoire d'un homme, Gabriel Lambert. Puis Gabriel Lambert, si je me souviens bien, c'est pas son vrai nom. Non, c'est son vrai nom. Oui, hey, ma tante est perdue. C'est son vrai nom, c'est que plus tard, il change. C'est un gars qui est hyper pauvre, il vient d'une famille de campagne, puis il va aller à Paris, puis il va réussir à monter socialement en faisant des arnaques. Donc c'est un faux monnayeur, il fait de la fausse monnaie. Parce que lui, plus jeune dans son village, il avait une super belle calligraphie, il savait comment imiter très bien, et il s'en est servi pour recopier de la fausse monnaie, ça l'a fait monter socialement dans la société parisienne, et il s'est fait prendre, puis il va se faire condamner à mort, puis il va réussir à transformer ça en des longues années de bagne, genre le bagne à vie. Et dans l'introduction du roman, ce qui est intéressant, c'est Alexandre Dumas qui se met lui-même en scène, qui rencontre ce gars-là, puis il dit « ce gars-là me dit quelque chose ». Puis là, il réalise qu'on part dans l'histoire qu'il l'a rencontré à Paris, que c'est un gars de la haute société, puis qu'est-ce qu'il fait dans le bagne aujourd'hui. C'était tellement bon, tellement beau. Ça se lit, Alexandre Dumas, évidemment, ça se lit super bien, c'est super fluide, il y a plein d'aventures, tu t'ennuies pas. Mais ce roman-là était une belle réflexion sur la montée sociale, parce qu'on comprend que cette société-là, là, on est quoi, au 19e siècle, qui était très, très rigide avant. On commence à pouvoir peut-être monter la bourgeoisie, on comprend ça. C'est une réflexion sur la peine de mort, dans le sens que le gars, bon, il a pas fait des bonnes choses, mais est-ce que la peine de mort, là, les chats sont en train de se chicaner. Je parle de choses sérieuses, la peine de mort, les filles. Dans le fond, est-ce que la peine de mort devrait être appliquée à tout? Est-ce qu'elle peut pas être changée en autre chose? Est-ce que ça devrait être... C'est une réflexion, je suis comme, est-ce qu'il faut donner la peine de mort à tout? Tu sais, le personnage de Gabriel Lambert, il est pas agréable, c'est pas quelqu'un d'agréable, mais on a quand même une certaine sympathie pour son milieu. C'est un gars qui veut pas vivre dans la pauvreté, qui rêve de plus grandes choses, mais il est croche, là. Il y a une fille qui tombe enceinte, il dit, va venir, puis finalement, il revient jamais. Puis il fait des affaires croches, puis tu sais... C'est comme un personnage complexe que tu dis, ah, pauvre enfant, mais en même temps, quel con, là. Quel vidange, whatever. Mais Gabriel Lambert, Le bagnard de l'opéra, c'est le premier livre que j'ai lu cette année qui a vraiment fait un gros boom dans mon cœur. Le deuxième livre qui est dans mon top 5, là je vais faire deux, Peace and Love, deuxième livre. C'est un roman québécois, c'est Les Héritiers de la mine de Jocelyne Saucier qui a été publié en l'an 2000. Jocelyne Saucier, on la connaît un peu plus pour Il pleuvait des oiseaux, que j'ai pas lu, mais ils ont fait un film, ça a l'air d'être merveilleux sur les personnes âgées, tout ça, que je vais lire, mais je suis tombée sur Les Héritiers de la mine. C'est un roman québécois, ça se passe dans un village, pas en ville, là, en campagne, où c'est un village qui a beaucoup prospéré autour d'une mine, qui aujourd'hui c'est une mine qui est à l'abandon. On suit une famille de 21 enfants qui sont vraiment très proches, là, vraiment super serrés, mais on comprend tranquillement qu'il est arrivé un drame par rapport à la mine, à un des enfants. Et c'est un roman un peu
chorale, mais comme à différentes voix, où on commence avec les enfants plus jeunes, vers les enfants plus vieux, qui racontent toute leur version de l'histoire. Puis on voit que les plus jeunes sont un peu plus naïfs, qui comprennent pas vraiment tout ce qui s'est passé parce qu'ils étaient trop petits à l'époque. Puis on va vers les aînés, puis là on comprend le drame qui s'est passé. Ce roman-là, là, je m'attendais à rien, c'est juste wow, wow, wow. C'est sur la famille, c'est sur les liens familiaux, c'est sur le fait, tu sais, cette famille-là, c'est une famille un peu, je vais pas dire BS, là, je trouve pas que c'est un beau mot, c'est une belle expression, mais c'est une famille un peu pauvre, qui vit simplement, puis il y a une des sœurs qui veut sortir de cette famille-là, puis c'est une réflexion sur comment la famille nous tient. Est-ce qu'elle nous empêche de nous épanouir? Est-ce qu'on devient comme un traître quand on ne vit plus dans les idées d'une même famille? Quand on veut la sortir, est-ce qu'on la méprise? Est-ce qu'on peut l'aimer et la mépriser en même temps? C'est un roman sur les relations frères-sœurs, sur le fait, moi je voyais comme comment quand t'es jeune, quand t'es vieux, tu vois vraiment pas la même version de la même famille. Tu sais, ton rang dans la famille détermine. C'est comme la sœur aînée ou un peu dans les aînés, elle vit comme une vieille fille, mais en même temps, t'es la sœur aînée de 21 enfants. Ce qu'on t'a demandé, c'est d'occuper des plus jeunes. T'as pas eu le temps de vivre ta vie. Les plus jeunes ont une admiration naïve que les plus vieux n'ont pas la même version. C'est aussi sur une mère qui est surchargée, qui aime ses enfants, mais qui peut pas tout leur donner de l'amour. Vraiment, allez lire ça, là, un roman québécois excellent, Les héritiers de la mine de Jocelyne Saucier. On est rendu au troisième livre dont je vais vous parler. Le troisième livre dont je vous parle, c'est Art de... Là, c'est une autrice islandaise, faut que je le lise en bas parce que c'est pas genre Michel Tremblay, un nom super commun. C'est Audur Ava Ólafsdóttir. Ou c'est-tu Ava Audur Ólafsdóttir? En tout cas, tu sais, c'est le genre de nom. C'est comme quand tu lis des romans japonais, tu fais comme tabarouette, j'arrive pas à reconnaître les personnages. Je pense qu'ils se disent la même chose quand ils lisent en français. Publié en 2016, magnifique roman, ok, d'une tristesse, d'une beauté, c'était magnifique. C'est un homme, un Islandais, qui est peut-être dans la fin quarantaine, qui lui, tu sais, ses enfants sont grands, je pense qu'il y a juste une fille, là je fais des approximations parce que je l'ai pas lu comme récemment, là, je lis mes notes. Puis lui, il est déprimé. Il voit, là, Pauline, là, elle grimpe en haut, la maudite fatigante. Il voit plus de sens à sa vie, puis il voudrait en finir, il veut se suicider, tout simplement. Mais il veut pas imposer ça à sa fille, il veut pas se pendre chez lui, puis dire que sa fille va trouver ça, ça va faire un traumatisme. Fait qu'il décide d'aller dans un pays, qu'on devine, il est pas nommé, mais qu'on comprend être un pays un peu d'Europe de l'Est, qui a vécu une guerre civile, mais la guerre civile est terminée. Puis lui, il s'en va là, tu sais, dans un pays où on va pas en vacances. Là. Puis là, il arrive, il dit, je m'en viens juste en vacances relaxé. Puis tout le monde fait comme, ok, c'est bizarre. Puis lui, il espère peut-être de mourir, là, tu sais, d'une mine perdue ou quoi que ce soit. Il est vraiment désespéré. Puis il va aller dans un petit hôtel qui s'appelle l'Hôtel Silence. Puis il va faire des menus travaux. Il est bon de ses mains, il est manuel. Puis il va faire des menus travaux pour aider. C'est une femme avec son enfant qui vit là. Ça va, Pauline? Tu déranges personne à faire tes délires, là, pendant que maman filme? Seigneur Dieu, c'est un zoo ici. Et il va aller là-bas, puis là, il va se rendre compte la réalité d'un pays en guerre, d'après-guerre, puis tout ce qui implique l'après-guerre. Se rendre compte que sa douleur, c'est quoi par rapport à ces gens-là qui ont tout perdu, qui ont vécu des choses horribles, qui continuent à vivre des choses horribles. Et là, je trouve ça important, je ne diminue pas la douleur de cet homme-là. Moi, je pense qu'une une émotion négative, c'est une émotion négative, mais là, ça met comme en perspective. C'était tellement beau. C'est un roman sur... Tu sais, la guerre, surtout la guerre civile, comment tu vis après ça, là? Comment tu vis, surtout la guerre civile, parce que c'est tes voisins, là, tu as été en conflit avec des voisins, puis la guerre est finie, puis il faut que tu vives avec des choses que tu as fait, ne serait-ce que tu as pensé, que tu as fait pour survivre. C'est un roman sur l'enfance détruite. Ma femme, elle a un enfant de 5-6 ans, si je ne me trompe pas, qui a juste vécu ça, la guerre, là, qui n'a jamais pu vivre une vie d'enfant, parce qu'à l'extérieur, il y a des mines encore qui sont restées, il y a des traces de cette guerre-là. C'est aussi sur les profiteurs de la guerre, les gens qui après vont aller faire de l'investissement. Je me bave en parlant, excusez-moi, j'ai trop d'émotions. Qui va aller faire de l'investissement, qui va essayer d'aller chercher de l'argent sur le malheur de ces gens-là. Les gens qui, pendant la guerre, ont été à la recherche d'œuvres d'art pour faire de l'argent. En tout cas, c'est beau. C'est lent, c'est tranquille. C'est pas un roman avec super beaucoup d'action, mais c'est lent, c'est beau, c'est tranquille. Allez lire ça. Art, puis art, by the way, ça veut dire cicatrice en islandais. C'est pas art genre à golden, là. Des bagues en or, puis tout ça, ça veut dire cicatrice. De Audur Ava Ólafsdóttir, c'était fantastique. On passe au quatrième livre de mon top 5 mi-année 2026. Le quatrième livre dont je vous parle, c'est un livre qui n'est pas pour tout le monde. C'est un roman québécois. C'est Plessis de Joël Bégin, qui est un premier roman. C'est publié en 2022 chez VLB Éditeur. Les filles, les entendez-vous grogner? Hey, ça suffit!
Il joue, là. Il grogne, mais il joue. Les filles, hey! Suffit la bataille, là! Maman travaille. Bon, excusez-moi, je vous le dis, c'est un zoo ici. C'est un roman historique, slash policier, avec un petit soupçon de fantastique. Mais là, je l'ai dit tout de suite, mon ami Maps n'a pas du tout aimé ce livre-là, moi je l'ai adoré. C'est pas fait pour tout le monde. C'est un roman complexe, construit, c'est policier mais en même temps pas tant, historique mais un peu magique. Faut se laisser aller là-dedans. Donc, c'est un roman historique en 1959 où, à Shefferville, Maurice Duplessis, qui est le premier ministre du Québec, meurt. Mais en fait, il fait une attaque cérébrale puis il va mourir dans les 4 prochains jours. Et on suit Paul-Émile Gingras, qui est un jeune policier qui l'est devenu, pas parce qu'il voulait l'être, mais parce qu'il y a eu une histoire avec son père. Puis on va l'envoyer enquêter sur le fait qu'il est-tu mort, il est-tu pas mort, parce que c'est caché un peu au public. Et on est aussi à l'époque de la Grande Noirceur. L'époque de la Grande Noirceur, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu avant la Révolution tranquille. C'est un Québec qui vit beaucoup dans la tradition, l'agriculture, la religion. Et c'est une époque où la politique, elle est rough, elle est corrompue, elle est sale. Bref, c'est juste avant les années 60, 70 où tout va comme un peu s'éveiller au Québec. C'est basé sur des faits vrais. Donc, ce que je vous ai dit, Maurice Duplessis était premier ministre. À 59 ans, à Shefferville, il fait un arrêt, pas un arrêt cardiaque, voyons comment j'ai écrit ça. Une attaque cérébrale, puis pendant 4 jours, il va lentement agoniser pour mourir. Maurice Duplessis, c'est un homme qui est chef de l'Union nationale, qui est un parti très traditionnaliste au Québec à l'époque. C'est conservateur, c'est nationaliste, c'est chrétien, là. Tout ce qu'on adore à l'époque. Puis lui, il règne depuis 1944 sans arrêt sur le Québec en tant que premier ministre. Fait que le roman, c'est là-dedans. Moi, j'ai adoré ça, là, tu sais. C'est l'histoire du Québec, c'est une enquête, on en apprend plus sur l'époque. La structure est spéciale, c'est pour ça que je dis que c'est pas pour tout le monde, tu sais. Allez pas lire ça au premier degré, ou prenez le magique un peu, un peu au deuxième degré dans le magique, tu sais. Je pense que certaines gens vont commencer, vont faire « Oh mon Dieu, je sais pas où que ça s'en va », mais embarquer dans l'histoire, moi j'adore, on en apprend sur l'histoire du Québec, sur Maurice Duplessis, sur les gens de l'époque, qui est une époque hyper intéressante, la Grande Noirceur au Québec, si vous voulez en apprendre plus. Fait allez lire ça, Plessis de Joël Bégin, moi ça a été vraiment un coup de cœur cette année. On est rendu au numéro 5, le top 5 de mes lectures de mi-année 2026. Le 5e livre dont je vais vous parler, c'est pas un roman, c'est comme un essai. C'est Le rêve de Marc Aurèle, ok, de Frédéric Lenoir, qui est publié en 2024, donc c'est super récent. Simone, je t'ai pas demandé de mordre mes feuilles. Non, mais merde, je peux-tu travailler en paix ici? Fatigant. Ce roman-là, donc ce livre-là, c'est pas un roman, c'était fascinant, c'était captivant, c'était tellement intéressant. C'est un livre sur la philosophie de Marc Aurèle, qui était un empereur romain, mais aussi un adepte du stoïcisme. Marc Aurèle, c'est un empereur. Là, si vous ne savez pas c'est qui Marc Aurèle, c'est le père pas Néron, pas en tout, de Commode. Le gars dans Gladiateur, qui est un genre de sac à marde, qui est pas fin avec Maximus, puis tout ça. Marc Aurèle, c'était son père, puis son père, c'est complètement une autre affaire. Il a été empereur de 161 à 180. C'était un homme très philosophique, qui n'a pas voulu être empereur, mais qui a fini par le devenir, qui, lui, très jeune, tombe dans la philosophie du stoïcisme, puis qui veut l'appliquer à sa vie de tous les jours. Le stoïcisme, là, je vous ferai pas un grand roman là-dessus, mais c'est une doctrine de l'Antiquité qui prône la maîtrise de soi, qui prône l'acceptation des événements, qui prône le calme, le contrôle, la bienveillance autour de ça, puis beaucoup plus. Si vous voulez en savoir plus, allez lire, c'est complexe. Puis l'auteur, dans ce livre-là, essaie de comprendre comment Marc Aurèle, parce qu'être empereur romain, c'est pas super facile tous les jours, essaie de marier cette doctrine-là à sa vie d'empereur romain, à ses fonctions d'empereur romain, dans le fond. Puis ce que j'ai adoré, c'est qu'il démontre que c'était pas un homme parfait, c'était un homme complexe, c'était un homme de son époque, qui a essayé de l'appliquer à sa vie de tous les jours, mais que ça n'a pas toujours super bien marché, qui devait vivre beaucoup de souffrance intérieure. Comment c'est un homme qui fait en même temps prôner le stoïcisme, en même temps s'opposer à lui-même, s'opposer à ses valeurs, s'opposer à cette doctrine-là. Mais le top pour moi, c'est comment Marc Aurèle est représenté comme un homme faillible, un homme pas parfait, un homme qui a essayé des choses. Comment il explique justement que c'est un homme de son époque, comment tu peux prôner le stoïcisme et quand même pas arrêter l'esclavage et pas augmenter le droit des femmes, comment il jonglait avec son époque, comment c'était complexe. J'ai adoré ça. Bref, c'était super intéressant, c'est à lire. Tu as une première partie où c'est vraiment la biographie de Marc Aurèle, son ascension en tant qu'empereur romain et tout ça, et l'autre partie, c'est vraiment plus comme comment il a essayé de combiner les deux ensemble, parce qu'on va trouver à sa mort un carnet
qui étaient ses pensées à soi-même, qui n'étaient pas supposées être publiées, qui étaient des pensées de lui-même, et qu'on a publié, puis on essaie de comprendre quel homme que c'était. Bref, allez lire ça, là, moi j'ai adoré. Ça se lit super bien, là, c'est pas complexe, c'est pas de la philosophie super complexe, ça se lit super bien. Donc Le rêve de Marc Aurèle de Frédéric Lenoir, c'est mon dernier du top 5 de la mi-année 2026. Et voilà, ceci conclut mon top 5 de la mi-année 2026. À la fin de l'année, je vous ferai le top 10. Je ne sais pas si ces livres-là vont encore être dedans, mais c'est 5 lectures que je vous suggère vraiment fortement, qui, moi, m'ont touché à date puis qui vont rester dans ma tête. Fait que c'est tout. That's it, that's all, comme disent les Anglos. On se voit dans une autre vidéo où je vous parle de d'autres livres. Je vous souhaite plein de bonnes lectures, plein de plaisir. Ciao, bye!